Alors bonjour, aujourd'hui on va enchaîner sur le thème des organisations internationales. La dernière fois on s'est arrêté sur la personnalité juridique interne des organisations internationales. Aujourd'hui on va voir la personnalité juridique internationale. La théorie de la personnalité juridique internationale des organisations intergouvernementales résulte de la construction prétorienne de la Cour internationale de justice. C'est en effet dans son avis consultatif du 11 avril 1949 sur la réparation des dommages subis au service des Nations Unies que la Cour fit valoir, au regard des buts et principes de l'Organisation des Nations Unies, de la structure interne de l'organisation et des compétences propres de ses organes, de l'importance des missions de l'organisation et de sa pratique conventionnelle, que les États membres l'avaient nécessairement revêtu de la personnalité juridique internationale. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si l'organisation bénéficie de la personnalité juridique interne, elle bénéficie aussi de la personnalité juridique internationale. Cette personnalité juridique internationale lui donne le droit de bénéficier aussi de plusieurs attributions et on va voir ces attributions, bien sûr, avec beaucoup de détails. Alors, ces attributions varient naturellement d'une organisation à l'autre. Il est possible cependant d'établir un inventaire de capacités minimales communes à toutes les organisations, telles qu'elles découlent de leur personnalité juridique interne et internationale. Premièrement, les organisations internationales ont la capacité de conclure des traités ou des accords internationaux avec les États, avec les autres organisations internationales, et peuvent par ailleurs conclure des contrats internationaux avec les personnes privées. Donc, la première attribution, c'est la possibilité pour ces organisations de conclure des traités internationaux, des accords avec les États ou avec d'autres organisations internationales, et même, ils ont le droit de conclure des contrats avec des personnes privées, des contrats internationaux, bien sûr. La Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités, appelée aussi traité des traités, entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, confirme cette compétence. Les organisations internationales ont le pouvoir aussi d'entretenir des relations diplomatiques par l'exercice de la faculté de légation active ou passive. Les agents des organisations internationales en poste ou en mission auprès d'un État sont dans une situation étroitement comparable à celle des diplomates représentant les États. Elles reçoivent à l'inverse les lettres de créance des délégués permanents et chefs de mission des représentations d'États établies auprès d'elles. Les organisations internationales ont aussi la capacité de présenter une réclamation internationale, même à l'encontre d'un État non membre, c'est-à-dire pas forcément les États qui ont signé la charte constitutive ou bien le traité constituant l'organisation internationale. Alors, dans ce sens, il faut voir l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 11 avril 1949. Il s'agissait en l'espèce de l'État d'Israël, et ainsi d'apparaître devant les juridictions internationales à titre de demandeur. Donc, les organisations internationales ont le droit de présenter des réclamations, soit à l'encontre des États membres ou bien à l'encontre des États non membres de l'organisation. Et ils peuvent aussi se présenter devant les juridictions internationales comme partie demanderesse. Recevables à agir en demande, les organisations internationales peuvent également engager leurs responsabilités extra-contractuelles en cas de comportement illicite ou anormal générateur d'un dommage. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que les organisations internationales, ils sont responsables des dommages causés, bien sûr, par leurs agents ou bien leurs services. En 1965, les Nations Unies ont dû indemniser la Belgique pour les dommages non justifiés par des nécessités militaires causés par des casques bleus à des ressortissants belges dans l'ex-Congo belge. Alors cet exemple, bien sûr, illustre la responsabilité extra-contractuelle des organisations internationales. Le principe de la responsabilité internationale de l'organisation peut être prévu par sa charte constitutive ou par des conventions additionnelles. Par l'article 215 du traité sur l'Union européenne dispose qu'en matière de responsabilité non contractuelle,
La communauté doit réparer conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres les dommages causés par ces institutions ou par ces agents dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'organisation, elle est responsable de ces actes ou bien des comportements illicites des agents ou bien des dommages causés par leurs services. Alors, comme les États, les organisations internationales peuvent succéder à la personnalité juridique internationale d'autres États. Les exemples sont très nombreux dans ce sens, mais celui le plus célèbre, c'est celui de l'ONU. L'ONU a succédé à la SDN, bien la Société des Nations, avant la dissolution formelle de celle-ci, le 18 avril 1946. C'est pas 48, mais c'est 1946. Alors, les successions ont toujours posé des problèmes très complexes, surtout lorsque les États parties à l'une et l'autre ne sont pas les mêmes. Les difficultés naissent surtout de questions comme la responsabilité pour les dettes contractées par les prédécesseurs, les traités par lesquels ils étaient liés ou encore la douloureuse question sociale des fonctionnaires. Alors, c'est le droit de succession, c'est-à-dire les organisations peuvent remplacer d'autres organisations après la dissolution, bien sûr, de ces organisations en question. Et ce qu'il faut souligner dans ce sens, c'est que les successions posent des problèmes, surtout concernant les dettes contractées, concernant aussi le statut des fonctionnaires qui font partie de ces organisations. Alors, les organisations internationales ont la capacité de faire naviguer des navires sous leur propre pavillon, à la condition qu'un lien substantiel existe entre le navire et l'organisation. C'est l'article 5, alinéa 1er de la Convention de Genève de 1958 sur la haute mer. Ou procéder conjointement avec les États à l'immatriculation d'aéronefs ou d'engins spatiaux. Dans ce cas, elle exerce des compétences et assure des responsabilités analogues à celles d'un État en la matière. Il y a un exemple très connu aussi dans ce sens, c'est celui de la compagnie Air Afrique. C'est un établissement public international à caractère commercial qui immatricule ses avions conjointement avec les États membres dont chacun des aéronefs a la nationalité. Alors enfin, les organisations internationales ont la capacité pour produire un droit spécifique applicable à leurs locaux, leurs domaines, leurs activités, leurs relations contractuelles, ainsi qu'au statut et aux conditions de travail de leurs agents. C'est un droit institutionnel propre, réalisation spécifique du droit international public. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'organisation, dans son fonctionnement interne, elle a le droit de créer un droit spécifique, un droit particulier, qui sera applicable bien sûr à ses locaux, à son domaine, à ses activités, bien sûr ses relations contractuelles et aussi aux fonctionnaires de cette organisation. Alors, l'opposabilité de la personnalité juridique internationale de l'organisation internationale. Donc, la justification donnée par la Cour internationale de justice à l'opposabilité, erga omnes en latin, de la personnalité juridique internationale de l'ONU, ne permet sûrement pas d'admettre toutes les organisations internationales au bénéfice du même statut. Alors, le point le plus important dans ce sens, c'est le pouvoir discrétionnaire de l'État tiers. Le fait de reconnaître l'opposabilité de la personnalité juridique internationale de l'organisation revient à l'État. L'État dispose dans ce sens d'un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire elle est libre de reconnaître cette opposabilité ou non. On va donner un exemple très connu dans l'histoire des relations internationales pour mieux expliquer les choses. C'est sans violer une quelconque obligation juridique internationale que l'Union soviétique et les pays socialistes ont pendant longtemps refusé de reconnaître la personnalité internationale des communautés européennes. Alors, c'est une illustration du principe ou bien de privilège, de pouvoir discrétionnaire de l'État tiers de reconnaître ou pas l'opposabilité de la personnalité juridique internationale. Alors, l'autonomie de l'organisation internationale. On examinera en premier lieu les privilèges et les immunités des organisations internationales avant d'en déterminer l'ordre juridique propre à l'organisation internationale
puis l'autonomie politique et financière de l'organisation. Alors, les privilèges et les immunités des organisations internationales. L'inviolabilité des locaux, des documents, des archives et des communications. L'organisation est seule compétente pour assurer et contrôler son fonctionnement interne et prendre les mesures de police interne nécessaires au bon ordre, à la tranquillité et à la sécurité dans ses locaux ou sur son domaine. Alors, il faut retenir que l'organisation elle est responsable de la sécurité de ses locaux et tout ce qui trouve dans ses locaux. Ça, c'est en premier lieu. Les autorités de l'État siège, c'est-à-dire l'État hôte, l'État sur le territoire duquel l'organisation se trouve. Les autorités de l'État siège, autorités administratives ou judiciaires, ne peuvent donc, sauf dérogation conventionnelle, pénétrer dans les locaux de l'organisation sans autorisation de son secrétaire général ou bien de son directeur. Alors, les autorités de l'État de siège n'ont pas le droit de rentrer dans les locaux de l'organisation internationale sans autorisation de directeur ou bien de secrétaire général. En contrepartie, l'organisation qui n'est pas un souverain territorial, c'est-à-dire n'exerce pas une souveraineté territoriale sur l'État de siège, a l'obligation de ne pas utiliser ou laisser utiliser ses locaux et son domaine à des fins contraires à la souveraineté de l'État hôte et au respect de ses lois. Alors, c'est tout à fait légitime. C'est-à-dire que l'organisation internationale est responsable de la sécurité interne de ses locaux. Les autorités administratives ou judiciaires n'ont pas le droit de pénétrer dans les locaux de l'organisation internationale sans autorisation ou bien sans dérogation conventionnelle. Et en contrepartie, l'organisation aussi, elle n'a pas le droit d'utiliser ou bien de laisser utiliser ses locaux à des fins contraires à la souveraineté de l'État hôte ou bien au respect de ses lois. L'immunité de juridiction et l'immunité d'exécution. Elle permet à l'organisation d'échapper aux poursuites judiciaires devant les tribunaux nationaux, et même lorsqu'elle a consenti à apparaître devant le juge national, de ne pas faire l'objet des mesures d'exécution forcée. Cette immunité est plus absolue encore concernant les organisations internationales, puisqu'en principe, elle s'applique indistinctement aux activités jure imperi et jure gestionis. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'immunité de juridiction et l'immunité d'exécution, ils donnent le droit à l'organisation internationale de ne pas faire l'objet des poursuites judiciaires devant un tribunal national. Et même lorsqu'elle a autorisé ou bien elle accepte de se présenter devant un juge national, l'organisation ne peut pas faire l'objet de mesures d'exécution forcée. Alors, les organisations internationales sont également admises au bénéfice de privilèges financiers et fiscaux importants. Alors que leur budget représente parfois des sommes considérables, elles ne sont pas imposables, ni en fiscalité directe, ni en fiscalité indirecte, et peuvent transférer librement leurs devises d'un État à un autre. Elles sont par ailleurs exonérées de droits de douane et disposent d'un droit d'import et d'export sans restriction. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les organisations internationales ne sont pas imposables. Elles ne répondent pas au principe des impôts. Pourquoi? Parce que leur statut le permet. Et même si le budget représente des sommes considérables, c'est-à-dire des sommes d'argent importantes, l'organisation n'est pas imposable dans ce sens. Alors sur ce, on va terminer cette séance et on va se voir la semaine prochaine avec une autre séance concernant les relations internationales.